Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et, vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Michel Blanc, bonjour, bienvenue dans Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. On est très heureux de pouvoir vous rencontrer pour parler de votre film Voyez comme on danse, qui sort ce mercredi 10 octobre en salle. Alors par principe, c'est toujours un peu compliqué de résumer un film choral, mais enfin je vais m'y tenter. C'est l'histoire... bonne chance alors, parce que eh ben, vous allez voir. Moi je pourrais pas le faire. En une petite pirouette comme ça, c'est l'histoire de Julien, Alex, Véro, Eva, Elisabeth, Bertrand, Serena, Loïc. Déjà je trouve que c'est pas mal comme résumé. C'est assez vrai. C'est leur histoire à chacun et leur histoire tous ensemble. Chacun a ses problèmes existentiels ou amoureux, de sous, de boulot, chacun a ses angoisses, ses petits ou grands secrets qui retombent obligatoirement, tous ces petits problèmes, sur le nez du voisin puisque leurs vies sont totalement interdépendantes. Un film drôle, acide, percutant, corrosif. Vous avez le droit de me couper si vous n'êtes pas d'accord, mais bon. Bah, je vais pas vous interrompre, c'est trop gentil. Avec un casting ébouriffant. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Véro est dans une sale passe. Oui, mais depuis sa naissance. Heureusement que c'était pas de la brune. Excusez-moi. Tu prends tes affaires et tu Quoi? Mais pourquoi? Allez, tu vas coûter plus cher en feedback qu'en charge sociale. Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras. Ça a étoilé tes soucis? Ah oui, en drame. Qu'est-ce qui se passe? On va où? Dans le mur. Oh ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien? Maman, je suis enceinte. Je vais aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas? Ah. Putain. Ah merde. Ça, c'est un bon résumé de la situation. Ça va toi? J'ai peur. On sera jamais une famille normale. Bon bah alors là c'est carton plein. Voyez comme on danse, au générique, il est mentionné d'après les personnages de Joseph Connolly. En 2002, c'est l'adaptation de son roman Vacances anglaises que vous signez avec Embrassez qui vous voudrez. Lui, il a fait une suite à ce roman assez rapidement, mais vous avez pris non seulement du temps, mais de la liberté, puisque on se retrouve 16 ans après avec une suite qui n'est pas la sienne, mais qui est la vôtre. On a envie de savoir, pourquoi est-ce que vous avez ces personnages-là vous ont appelé? Pourquoi vous n'avez pas fait une autre suite ou bien une page blanche? Alors bon, pourquoi je n'ai pas adapté la suite de Connolly? Parce que la suite de Connolly reprenait les personnages à peu près où ils en étaient et 3 mois après, puisqu'ils se retrouvaient pour Noël. Et je me suis dit, mais ça, là, pour le coup, je vais un peu bégayer, je vais raconter les personnages, on les connaît, ils ont déjà vécu ils sont allés au bout de leurs aventures, je vais les reprendre, ils vont refaire la même chose. Donc ça, je me suis dit non, puis je suis passé à autre chose. J'ai fait d'autres trucs entre-temps et il se trouve que finalement, il y a donc maintenant un peu plus de 2 ans, le producteur de Yves Marmion du premier film me dit mais pourquoi vous reprenez pas? Il y a des personnages formidables. Et puis j'en ai parlé à Karine Viard, elle adorerait. Alors, je dis si Karine a envie, bon je vais réfléchir quand même parce que quand des acteurs de ce niveau-là vous demandent, c'est bon. Et donc je me suis dit mais alors si je faisais une fausse suite, ça serait peut-être intéressant. C'est-à-dire, je reprends quelques personnages, pas tous, parce que sinon ils vont retomber dans la même routine. Quelques personnages qui sont toujours les mêmes, qui se connaissent comme ils se connaissaient dans le premier, et que d'un seul coup, les choses ayant changé, ils sont avec de nouveaux conjoints, pas tous. Charlotte Rampling est toujours avec Jacques Dutronc, etc. Mais par exemple, le personnage que joue Carole n'est plus avec l'espèce de cinglé que je jouais, mais avec Jean-Paul Rouve, qui est presque pire. D'ailleurs. Donc voilà, c'est venu un peu comme ça. Et quand j'ai trouvé ce décalage-là, je me suis mis à écrire. Et puis c'est venu. Et puis ça m'a amusé et ça m'a intéressé. Souvent, les acteurs écrivent des rôles pour eux parce qu'ils trouvent pas des rôles qui leur plaisent au cinéma. Et vous écrivez des rôles pour vous qui sont. Celui-ci, il est tout petit. On est très heureux de vous y voir, mais c'est gentil. Mais moi, j'avais pas envie de me. Je n'aime pas me mettre en scène, même si je l'ai fait. Je n'aime pas me mettre en scène et jouer. C'est peut-être parce que je l'ai. Dans les premiers films, je l'ai fait, Marche à l'ombre, évidemment, duo avec Gérard, mais c'était pas une composition, parce que c'était mon personnage, en gros, c'était mon personnage habituel de café-théâtre, c'est un dérivé de Jean-Claude Duss, le personnage de Marche à l'ombre. Et puis ensuite, je l'ai fait dans Grosse Fatigue, là pour le coup, parce que je voulais que les gens jouent leur propre rôle, donc je jouais Michel Blanc, son sosie. Donc ça faisait 2 rôles, et des fois des rôles qui se parlent, donc avec vous c'est des effets spéciaux, c'est infernal à faire. Et là, je pense que la grosse fatigue, elle a été ressentie réellement par moi. Je me suis dit, non plus maintenant. Les personnages ont évolué, le casting aussi.
Comment vous avez fait ces choix? Donc Karine Viard vous voulait? Ah ben, j'ai choisi à l'intérieur des personnages du premier ceux justement qui avaient une évolution possible. Il y a moi j'ai adoré travailler avec Vincent Elbaz, Denis Podalides, etc. Mais si je les ramenais là, alors là à tous les coups je faisais une redite du premier. Par contre, en introduisant, elle a une nouvelle fille, Karine. Son fils a grandi. Carole n'est plus avec moi parce que c'est un bienfait pour elle. Elle est avec un personnage, donc Jean-Paul Roux, joué par Jean-Paul Roux, qui est pas non plus une bénédiction. Voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et puis il y a deux. Oui, alors il y a des acteurs que je ne connaissais pas. Hein, les nouveaux jeunes, enfin les jeunes, en l'occurrence. Ils sont formidables. Jeanne Guittet, absolument un tempérament incroyable, qui fait la fille de 17 ans de Karine. Il y a Guillaume Labbé qui joue son fils. Il y a Sarah Martins qui joue la maîtresse de Julien. William Lebguil. Non, mais alors j'allais en venir à lui. Et puis de l'autre côté, il y avait William Lebguil et Jean-Paul. Or, Jean-Paul Rouve et William Lebguil, c'est une histoire assez marrante. C'est une histoire d'amitié et d'admiration professionnelle. On s'est rencontrés ensemble sur le film dirigé par Jean-Paul qui s'appelait Les Souvenirs. Moi, je jouais un rôle et William jouait un autre rôle. Et j'ai croisé William mais vraiment un très court moment sur un plateau où il avait une réplique, etc. Et j'ai regardé ce type jouer. Je me suis dit, ce type a une originalité et un talent extraordinaire. Je veux travailler avec lui. Bon, un jour ou l'autre, je savais pas comment. Jean-Paul, on est devenus très amis. Ensuite, on fait Aladdin, le 1. On se retrouve avec tous les trois acteurs ensemble à Marrakech et on passe toutes les soirées après le tournage. Bon, ça devait pas être triste. À picoler du rosé et à dire des bêtises. Et donc, ça nous a un peu soudés. Et je me suis dit, moi, j'ai envie qu'ils soient dans l'aventure. Alors, j'ai écrit des rôles pour eux. Ils auraient pu me dire non, hein. Bien entendu. Mais voilà, c'était une envie de mélanger deux univers, celui d'Embrasser et puis le mien actuel, et puis d'actualiser celui d'Embrasser. Enfin, je sais pas comment vous dire. Et d'avoir autour de moi que des gens que j'ai un bonheur fou à retrouver sur le plateau le matin aussi. C'est important, ça. Karine Viard a dit, je sais qu'on vous a posé la question pas plus tard qu'hier soir, mais elle a dit que vous étiez quelqu'un de très féministe en ce que vous mettez à l'honneur des femmes fortes, des femmes combattantes, des femmes courageuses. Et c'est vrai que dans ce film, si je devais en faire un autre résumé, je mettrais tous les noms de personnages féminins en premier parce que c'est elles qui tiennent le scénario, c'est elles qui... C'est une représentation de la femme comme vous la voyez dans la société? Oui, probablement, oui. Parce que je vous assure que je ne suis pas parti en me disant je vais faire un manifeste féministe ou montrer les mecs comme des... Non, je dois avoir... Alors je dis tout le temps, j'ai été élevé par une maman qui est une femme très forte et qui tient le coup et qui est... voilà, malgré tous les problèmes qu'elle a pu avoir dans sa vie, qui est toujours le pilier de la famille et un père très aimant et donc qui n'a pas abîmé l'image de l'homme. Mais voilà, donc je dois avoir quand même ça au fond de moi. Et bon, voilà, mais comment dire, de dire de moi que je suis féministe, je pense que les féministes vont bondir en disant mais non, c'est n'importe quoi. Voilà, simplement je respecte infiniment les deux sexes et j'aurais tendance à penser que le sexe fort, le sexe sur lequel on peut compter, c'est plutôt le sexe féminin. Maintenant, c'est une grande banalité. Les deux ensemble, c'est bien aussi. Enfin, tout. Voilà, c'est une question d'individu parfois. Moi, ça fait plaisir de voir au cinéma des rôles de femmes fortes. Il y a dans votre film et dans votre façon de travailler un sens du dialogue d'une précision inouïe, un rythme sans arrêt qui est comme ça, qui est haletant, c'est extrêmement construit, extrêmement huilé, c'est presque un Rubik's Cube, tant une réplique en entraîne une autre qui entraîne une situation, etc. Au niveau de l'écriture, c'est un casse-tête chinois, quoi. J'ai lu que vous aviez fait 18 versions. Je voudrais savoir comment vous travaillez, comment vous écrivez. Est-ce que vous vous mettez tous les matins à 8h, de 8h à midi à votre table? Est-ce que c'est l'inspiration? Oui, il faut un peu ça. Il faut avoir quand même un minimum de rigueur, c'est-à-dire je commence à travailler. Après, si ça vient pas, ça vient pas. Des fois, ça vient pas. Donc, on sort, on va boire un coup, on va faire un tour, voire on descend avec l'ordinateur au bistrot du coin. Moi, j'aime bien travailler dans des endroits qui sont pas forcément
mon appart. Hein. Et puis voilà. Et après, sur celui-là, c'était très bizarre parce que c'était extrêmement compliqué puisque c'est comme si on m'avait donné des pièces de puzzle, mais avec une image blanche. Donc, vous voyez, vous êtes obligé le démarrage a été j'avais l'impression de plonger dans l'inconnu, puis ça a commencé à venir par petits bouts, et puis voilà, au bout du compte. Alors j'ai fait 18 versions pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais le temps parce qu'on attendait Karine qui tournait autre chose avant, et puis quitte à attendre, ça permet de relire et puis de se dire attends, ne dis pas ça, c'est pas la peine ça fait 2 fois, le public est pas bête, il a compris. C'est pas la peine de lui redire, c'est fait, il a compris. Voilà. Et puis ça, tiens, c'est un petit peu lourd ça comme réplique. Peut-être qu'on peut trouver plus élégant. Voilà. Alors entre la 17e et la 18e version, il y a peut-être 2%, 3% de différence. Hein. Il y a des scènes déplacées. Ça peut arriver. De se dire, oui, mais si on voit ça avant, comme c'est un film choral, on peut le faire. Si on voit ça avant, c'est plus drôle après. Donc vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Des ajustements. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de la première histoire que vous avez écrite ? C'était avec mes camarades qui deviendront après les gens du Splendide, donc des Bronzés. On se connaît depuis le lycée. Et j'avais écrit une petite pièce qui s'appelait « La concierge est tombée dans l'escalier ». Qui était une pièce d'environ 15 20 minutes. Je ne vous garantis pas qu'elle sera éditée chez Gallimard ou en Pléiade, mais voilà, on s'était amusé. J'avais écrit un rôle pour nous. Alors il y avait que les 4 mecs à l'époque, il y avait pas. Marianne, elle était au cours secondaire de filles en face, enfin au lycée de filles. Donc elle était pas on la connaissait, mais elle n'était pas dans la troupe. Donc voilà, on jouait tous les 4. Et vous aviez déjà trouvé ce plaisir à l'écriture ? Oui, je crois que oui. Ouais. Je crois que ça m'amusait. Si on doit trouver un moment où vous vous êtes dit tiens, je vais faire ça dans la vie, c'est ce moment-là. Je vais écrire des dialogues, je vais écrire des histoires. À ce moment-là, je voulais surtout être acteur. Donc j'avais écrit ça pour qu'on soit ensemble et qu'on s'amuse sur scène devant les potes du lycée, hein, parce que c'était au lycée. Après, ça a été les cours d'art dramatique et l'envie d'être acteur. L'envie d'écriture, elle est venue petit à petit quand on a commencé à travailler en groupe pour faire les Bronzés. Enfin, les Bronzés et même la pièce d'avant, qui s'appelait le pot de terre contre le pot de vin. C'est avec ça qu'on avait ouvert notre café-théâtre. Et puis, petit à petit, j'ai cessé d'être convaincu par l'écriture collective. Et donc, convaincu. C'est-à-dire que c'est comme dans une famille. Vous savez, il y a un moment où vous avez une personnalité et où il faut partir de la maison. Oui, oui. Hein, parce que ça devient conflictuel. Il n'y a plus de place, voilà, en fait. Voilà. Et donc, il y a un moment où je me suis dit, maintenant, il faut que tu quittes le groupe, il faut que tu quittes. C'est trop confortable et ça te limite. Et voilà. Et on a commencé à écrire avec Patrice Lecomte viens chez moi, j'habite chez une copine, voilà, etc. Et puis ensuite, j'ai fait Marche à l'ombre. Je lui avais proposé de le réaliser. Il m'a dit non, vas-y, fais-le, il faut que tu le fasses toi. Donc c'est lui qui m'a un peu poussé. Puis j'ai eu la chance d'avoir un producteur, ce qui est quand même très rare, d'avoir un producteur qui vient vous dire si vous voulez le mettre en scène, je vous produis. Généralement, on rame pendant des années. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Si la vie était vraiment une danse, ce serait laquelle ? Ça dépend des moments. Vous dansez quoi Des fois, c'est une danse macabre, des fois, c'est. Mais vous dansez quelle danse Je sais pas quelle danse. Alors venez en valse. Bertrand est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait ? Aucune idée. Tu risques gros ? S'il trouve tout, ça peut être contrariant. Et tu penses toujours que t'es le KGB à tes trousses ? Ça me fait pas rire. Je suis sûr qu'on me suit. Julien, qu'est-ce qui se passe ? Je sens que tu me caches quelque chose. Mais je te cache rien du tout. Qu'est-ce que vous faites ? Rien, je nettoie. Excusez-moi, c'est parce que c'est le bruit sur la poignée, ça peut prêter à confusion. Mais vous devriez fermer votre peignoir parce que ça aussi, ça peut prêter à confusion. Oh, mais c'est pas vrai, ils vont pas remettre ça. Faudrait peut-être porter plainte. Non, c'est pas la peine, c'est mon ex-mari, c'est moi qui l'ai gazé. Non mais, vise les yeux. Serena. Si je comprends bien, ta maîtresse t'a viré. C'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de prises. Voilà, ça s'est un peu emballé, hein, mais moi, je vais rebondir. Bah, fais gaffe de pas te cogner. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.